Monsieur, puis-je avoir les restes de votre repas? J'ai très faim, demanda une jeune mendiante à un millionnaire qui dînait sur le trottoir. Lorsqu'il lui offre ce qui restait dans son assiette, il s'étonne qu'elle ne le mange pas sur le champ. L'enfant range soigneusement la nourriture et s'enfuit, comme si elle était très pressée. Quand il décide de la suivre, il découvre une scène si choquante que son cœur s'emballe immédiatement. Ce qu'il voit de ses propres yeux le pousse à saisir son téléphone et à appeler les services d'urgence sans tarder, avant qu'il ne soit trop tard. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'arôme des truffes et du vin rouge flottait dans l'air du Gilded Spoon, le restaurant le plus sélect de la ville. Richard Miles ajusta sa cravate en soie italienne tout en jetant un regard distrait aux chiffres sur l'écran de son téléphone. Le dernier contrat avait doublé la valeur de ses actions, et un sourire discret effleura ses lèvres minces. À 52 ans, le gris qui pointait à ses tempes ne faisait qu'ajouter à sa prestance imposante. Il était l'incarnation même du succès. Le serveur s'approcha avec des gestes précis pour débarrasser son assiette encore à moitié pleine. Richard avait à peine touché au homard, l'esprit occupé par la prochaine réunion du conseil d'administration. C'est alors qu'un petit mouvement dans son champ de vision périphérique attira son attention. Elle était là, une frêle fillette, pas plus de 5 ans, vêtue d'une robe rose délavée et de sandales usées. Ses grands yeux marron foncé fixaient l'assiette à moitié mangée avec une intensité troublante. Ses petites mains sales serraient un sac en plastique froissé. « Monsieur ?» Sa voix était si basse qu'il faillit ne pas l'entendre. « Puis-je avoir le reste de votre nourriture ? J'ai faim. » Richard sentit sa mâchoire se contracter. Rarement quelqu'un osait l'interrompre, encore moins une gamine des rues. Il était sur le point d'appeler la sécurité quand quelque chose dans le regard de la fillette le paralysa. Ce n'était pas seulement la faim qu'il y voyait. C'était une lassitude profonde, du genre qu'aucun enfant ne devrait porter. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, se surprenant lui-même. « Mia Claire » répondit-elle, ses doigts resserrant leur étreinte sur le sac en plastique. Le serveur, remarquant la situation, fit un geste pour intervenir, mais Richard l'arrêta d'un signe de la main. Quelque chose dans cette scène ravivait des souvenirs qu'il avait enfouis depuis des décennies. L'odeur d'un matelas mince et moisi, le gargouillement constant d'un estomac vide, la morsure de la honte. « Tu peux le prendre » dit-il en poussant l'assiette vers elle. Il s'attendait à voir la fillette dévorer la nourriture sur le champ, comme il l'aurait fait à 7 ans, quand il fouillait les poubelles à la recherche de restes. Mais Mia Claire le surprit. Avec un soin presque révérencieux, elle transféra le homard et les légumes dans son sac en plastique. « Merci, monsieur » murmura-t-elle, et avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit de plus, elle fila sur le trottoir. Richard se retrouva debout avant même de réaliser ce qu'il faisait. Il laissa quelques billets sur la table, ignorant les regards curieux des autres clients, et suivit la fillette. Quelque chose clochait dans cette situation. Pourquoi une enfant si jeune était-elle seule? Pourquoi n'avait-elle pas mangé immédiatement? Il tourna au coin de la rue juste à temps pour voir Mia Claire se faufiler dans une ruelle. Ses pas élégants dans ses chaussures en cuir italien résonnèrent sur le pavé alors qu'il accélérait le pas. Lorsqu'il atteignit l'entrée de la ruelle, la scène qu'il découvrit lui glaça le sang. Mia Claire était agenouillée à côté d'un autre enfant, encore plus petit, pratiquement un bébé, étendu immobile sur le sol sale. La fillette secouait doucement l'épaule de sa sœur, murmurant des mots de réconfort qui briseraient le cœur le plus dur. « J'ai apporté de la bonne nourriture, Annibette. Réveille-toi et mange. » C'est du homard, comme celui dont grand-mère parlait dans ses histoires. Richard s'approcha lentement, ses genoux flageolants alors qu'il s'accroupissait à côté des fillettes. La plus jeune, Annibette, avait les lèvres gercées et la peau brûlante de fièvre. Sa respiration était superficielle, irrégulière. « Elle ne se réveillera pas », expliqua Mia Claire avec un calme glaçant. « Ça arrive parfois. Je me suis déjà évanoui de faim aussi, mais ça passe. » Ces mots frappèrent Richard comme un coup de poing à l'estomac. À son poignet, la montre à 100 000 $ semblait maintenant peser une tonne. Comment était-il possible qu'à quelques mètres d'un restaurant où les gens dépensaient en un seul repas de quoi nourrir une famille pendant des mois, 2 enfants mouraient littéralement de faim? Avec des doigts tremblants, il sortit son téléphone et composa le 112. Tandis qu'il donnait les informations nécessaires, il ne pouvait détacher ses yeux de Mia Claire, qui continuait de parler doucement à sa sœur, comme si elle essayait de la retenir là par le simple son de sa voix. « Tout ira bien », promit-il, plus à lui-même qu'aux fillettes. Mais alors que la sirène d'une ambulance commençait à retentir au loin, Richard Miles, l'homme qui avait bâti un empire sur les chiffres et les prévisions,
ressentit pour la première fois depuis des décennies quelque chose qu'il ne pouvait ni calculer ni contrôler, la peur. L'hôpital Saint-Luc sentait le désinfectant et la tristesse. Richard resta assis dans la salle d'attente, son costume italien pour la première fois depuis des années en désordre. À côté de lui, Mia Claire balançait ses courtes jambes sur une chaise trop grande pour elle, les yeux fixés sur la porte par laquelle on avait emmené sa sœur. « Vous n'êtes pas obligé de rester, monsieur, dit-elle doucement, le surprenant. Je sais comment m'occuper d'Annibeth toute seule. » La maturité forcée dans cette voix enfantine fit se tordre quelque chose en lui. Combien de fois cette enfant avait-elle dû être une adulte? Combien de nuits avait-elle veillé sur le sommeil de sa sœur cadette, portant un fardeau que même les adultes ne devraient pas supporter? Une infirmière s'approcha, un porte-bloc à la main. « Monsieur Miles, j'ai besoin des informations des fillettes pour l'admission. » Richard regarda Mia Claire, qui se tassa légèrement. « Quel est ton nom complet, petite ?» Mia Claire Santos, répondit-elle en se mordant la lèvre. « Et ma sœur, c'est Annibeth. » « Âge ? J'ai eu 5 ans le mois dernier. Annibeth en a 3. « Et vos parents ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Mia Claire serrait le sac en plastique sur ses genoux. Le même qui, plus tôt, avait contenu les restes de son repas. « Papa, il sort travailler. » Elle mentait, mais ses yeux baissés trahissaient la vérité qu'elle tentait de cacher. L'infirmière échangea un regard significatif avec Richard. « Nous devons contacter un tuteur légal, insista-t-elle doucement. Où habitez-vous, ma chère? » Rue Sycamore, numéro 47, répondit Mia Claire après avoir hésité. Mais papa ne sera pas là maintenant. Richard sentit son cœur se serrer. La rue Sycamore, il la connaissait bien. C'était un quartier en voie de gentrification, où de vieux immeubles résistaient obstinément au milieu de nouvelles constructions de luxe. Par coïncidence, ou peut-être pas, c'était le même quartier où il avait lui-même grandi. « Je vais devoir contacter les services sociaux », informa l'infirmière à Richard à voix basse. « La situation est grave. La sœur cadette souffre de malnutrition et de déshydratation sévère. S'ils avaient attendu quelques heures de plus, » Elle ne termina pas sa phrase, mais ce n'était pas nécessaire. Richard pouvait voir le poids de cette quasi-tragédie sur les petites épaules de Mia Claire, qui fixait maintenant intensément ses sandales usées. Combien de temps sera-t-elle hospitalisée? Au moins une semaine, mais monsieur, sans tuteur légal. Je couvrirai tous les frais, interrompit Richard, sa voix n'admettant aucune discussion. Et je veux la meilleure chambre disponible, avec 2 lits. La sœur aînée reste aussi. Mia Claire releva la tête si vite qu'elle faillit en perdre l'équilibre. Ses yeux immenses se remplirent de larmes non versées, mais elle les essuya rapidement du revers de ses mains sales. Lorsque l'infirmière s'éloigna, Richard s'agenouilla devant la fillette, ignorant l'état dans lequel se trouverait son costume de marque. « Mia Claire, j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Où est ton père ?» Les lèvres de la fillette tremblèrent. « Il prend parfois des médicaments pour dormir, » expliqua-t-elle avec soin, comme si elle choisissait chaque mot. « Alors il dort pendant plusieurs jours. Grand-mère s'occupait de nous quand ça arrivait, mais elle est partie vivre avec les anges le mois dernier. » Chaque mot était comme un coup de poignard. Richard ferma les yeux un instant, essayant de contrôler la colère qui montait dans sa poitrine. Pas contre le père absent, bien que cela existât aussi, mais contre un système qui permettait aux enfants de vivre ainsi, invisibles, jusqu'à ce qu'ils s'effondrent de faim dans des ruelles sombres. « Et ta mère ? » ?»« Maman est avec les anges aussi, depuis longtemps. J'étais petite, comme Annibeth. » Un travailleur social arriva à ce moment-là, se présentant comme Karl. Son regard oscillait entre Richard, dans son costume cher bien que froissé, et Mia Claire, avec ses vêtements usés et ses cheveux en désordre. La suspicion dans ses yeux était claire. « Monsieur Miles, pouvons-nous parler en privé ?» Richard acquiesça, mais avant de se lever, il sortit sa carte de sa poche et la tendit à une infirmière qui passait. « Tout ce dont elles ont besoin, appelez-moi. N'importe quoi. » En suivant le travailleur social dans le couloir, Richard jeta un dernier regard en arrière. Mia Claire avait sorti quelque chose de sa poche, un petit médaillon doré usé par le temps. Elle le serrait comme s'il s'agissait de son bien le plus précieux, murmurant quelque chose qu'il ne put entendre. À cet instant, Richard Miles, l'homme qui avait bâti un empire sur des chiffres froids et des décisions calculées, ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis sa propre enfance. La sensation écrasante que le destin avait placé entre ses mains une responsabilité trop grande pour être portée seule. La salle de réunion improvisée était trop petite pour contenir le poids des mots qui flottaient dans l'air.
Richard était assis en face du travailleur social, conscient que son costume Armani et sa montre suisse créaient un contraste presque obscène avec la peinture écaillée des murs de l'hôpital public. « Monsieur Miles », commença Karl en feuilletant un dossier déjà usé, « j'ai besoin de comprendre exactement comment vous vous êtes retrouvé impliqué dans cette situation. » Richard raconta la rencontre au restaurant, la découverte dans la ruelle, chaque mot lui semblant une pierre dans la gorge. Tandis qu'il parlait, son esprit revenait sans cesse à Mia Claire, seule dans cette salle d'attente froide, serrant un médaillon comme s'il était sa seule encre dans le monde. Vous comprenez que votre histoire, bien que touchante, soulève quelques inquiétudes. Karl ajusta ses lunettes à monture bon marché. Un homme de votre position s'intéressant soudainement au bien-être de deux mineurs vulnérables. Êtes-vous en train d'insinuer quelque chose? Richard sentit son sang bouillir, mais il garda sa voix contrôlée. Des années de négociations difficiles lui avaient appris à masquer ses émotions. Je fais juste mon travail, Monsieur Miles. Je dois protéger ses enfants. Et où était cette protection quand elle mourait de faim? Les mots sortirent plus vifs qu'il ne l'aurait voulu. Quand elle dormait seule pendant que leur père. Justement, à ce sujet, interrompit Karl. Nous avons réussi à localiser le père des fillettes. Anthony Silva, 42 ans, ancien ouvrier du bâtiment, a eu un accident il y a 2 ans qui l'a laissé avec des douleurs chroniques. Sa femme est décédée il y a 3 ans, d'un cancer. Sa mère, qui aidait avec les enfants, est décédée le mois dernier. Chaque détail était comme un coup de poing. Richard pouvait voir la tragédie se dérouler. Un homme brisé par la douleur physique et émotionnelle, sombrant dans les médicaments et l'alcool, entraînant 2 enfants innocents dans l'abîme avec lui. Où est-il maintenant? Nous avons réussi à le contacter. Il est en route pour l'hôpital. Karl marqua une pause significative. Monsieur Miles, j'apprécie votre sollicitude, mais à partir de maintenant. Le mot sortit comme un coup de feu. Je ne vais pas simplement m'en aller et prétendre que je n'ai rien vu. Ces filles ont failli mourir aujourd'hui. Et c'est terrible, je suis d'accord. Mais nous avons des procédures. Le père a la garde. Et malgré les problèmes, un cri aigu déchira la conversation. Richard fut sur pied avant même d'enregistrer le mouvement. Dans le couloir, la voix paniquée de Mia Claire résonnait « Laissez-moi. Je veux voir ma sœur. » Ils sortirent précipitamment de la pièce. Mia Claire se débattait dans les bras d'une infirmière, de grosses larmes coulant sur son petit visage. Le médaillon qu'elle tenait était tombé par terre, ouvert, révélant une vieille photographie. Richard se pencha pour ramasser le bijou et le monde s'arrêta. De la photo jaunie, un visage familier le fixait, plus jeune, avec moins de rides, mais indubitablement elle, Miss Betty, la femme qui avait été sa seule figure maternelle dans l'orphelinat où il avait grandi, la même femme qui, des années plus tard, alors qu'il avait déjà réussi dans la vie, avait tenté de le contacter à plusieurs reprises, pour être ignoré par un homme trop occupé à bâtir son empire. « Grand-mère », sanglota Mia Claire en tendant la main vers le médaillon. C'était ta grand-mère. Richard sentit ses jambes faiblir. Miss Betty. La grand-mère des fillettes était Miss Betty. La femme qui lui avait sauvé la vie, qui lui avait donné de l'espoir alors qu'il n'était qu'un orphelin de plus sans avenir, était décédée, laissant ses petites filles à la merci du même sort qu'elle s'était tant battue pour lui éviter. Mia Claire, réussit-il à dire, la voix étranglée, ta grand-mère, racontait-elle des histoires sur l'orphelinat où elle travaillait? La fillette hocha la tête, pleurant toujours. Elle parlait d'un garçon qu'elle aimait beaucoup, qui était devenu un homme important. Elle disait qu'un jour, il se souviendrait d'elle. Le couloir se mit à tourner. Richard s'assit lourdement sur une chaise voisine, le médaillon tremblant dans ses mains. Tous les murs qu'il avait construits autour de son cœur, toutes les justifications qu'il avait créées pour son succès solitaire, s'effondrèrent devant une vérité impossible à ignorer. « Monsieur Miles ?» La voix de Karl semblait venir de loin. « Est-ce que ça va ?» Non, il n'allait pas bien. Comment aurait-il pu? L'univers avait dessiné un cercle parfait et cruel, le ramenant à son point de départ. Et maintenant, devant lui, se trouvait la chance de rembourser une dette qu'il ne savait même pas qu'il portait. Au bout du couloir, une agitation annonça l'arrivée de quelqu'un. Le père des fillettes était arrivé. L'odeur d'alcool précédait Anthony Silva avant même qu'il n'apparaisse dans le couloir. Il titubait légèrement, pas complètement ivre, mais loin d'être sobre. Son visage mince et mal rasé portait les marques profondes de la souffrance, et ses yeux injectés de sang, fiévreux, balayaient la zone jusqu'à ce qu'il trouve Mia Claire. « Ma chérie ?» Sa voix sortit brisée. Mia Claire,
qui quelques secondes auparavant se débattait avec l'infirmière, se blottit instinctivement derrière Richard. Le geste ne passa pas inaperçu d'Anthony, dont le visage se crispa en un masque de fureur et de honte. « Qui êtes-vous » Il pointa un doigt tremblant vers Richard. « Qu'est-ce que vous faites avec ma fille » Richard se leva lentement, conscient du médaillon toujours entre ses mains. Karl, le travailleur social, tenta d'intervenir, mais Anthony l'ignora, s'approchant d'un pas mal assuré. « Espèce de riche salaud » continua-t-il, la voix montant progressivement. « Vous croyez que vous pouvez tout acheter ? Vous croyez que vous pouvez acheter mes filles ? Monsieur Silva ?» Richard garda sa voix calme, bien que son cœur battît la chamade. « Votre fille cadette est très malade. Malnutrition sévère. Elles ont besoin d'aide. Je m'occupe de mes filles. » Le cri d'Anthony résonna dans le couloir, faisant encore plus se recroqueviller Mia Claire. « Je n'ai pas besoin de la charité de gens comme vous. » Le mot « charité » frappa Richard comme une gifle. Combien de fois avait-il lui-même utilisé ce ton méprisant en parlant des programmes sociaux lors de ses réunions de conseil? Combien de fois avait-il rejeté des demandes d'aide avec la même arrogance qu'il voyait maintenant se refléter dans l'orgueil blessé d'Anthony? « Papa !» La petite voix de Mia Claire tremblait. « S'il te plaît, ne crie pas. Annibeth est malade. Tais-toi !» Anthony se tourna brusquement vers sa fille, et le mouvement soudain lui fit perdre l'équilibre, s'appuyant lourdement contre le mur. « Tu n'aurais pas dû lui demander quoi que ce soit. Nous sommes pauvres, mais nous avons de la dignité. » « Quelle dignité ?» Les mots échappèrent aux lèvres de Richard avant qu'il ne puisse les retenir. « La dignité de laisser vos filles mourir de faim ? De les laisser seules pendant que vous vous noyez dans l'alcool ?» Le coup de poing arriva rapidement, mais Richard s'y attendait. Il l'esquiva de justesse alors que 2 agents de sécurité de l'hôpital apparaissaient enfin, maîtrisant Anthony qui se débattait et hurlait des obscénités. Mia Claire se mit à pleurer, d'un pleur silencieux et résigné, encore plus douloureux que n'importe quel cri. Ses petites épaules tremblaient, mais elle ne faisait aucun bruit, comme si elle avait appris à la dure à se faire invisible dans les moments de crise. « Sortez-le d'ici », ordonna Karl, sa voix professionnelle dissimulant à peine son propre dégoût face à la situation. « Monsieur Silva, vous êtes clairement en état d'ébriété. Vous ne pouvez pas voir vos filles dans cet état. »« Ce sont mes filles », continua de crier Anthony alors qu'on l'entraînait. « Les miennes. Personne ne me les prendra. Personne. » Lorsque les cris se turent enfin, Richard s'agenouilla devant Mia Claire. Elle pleurait toujours silencieusement, mais ses yeux étaient fixés sur le médaillon dans ses mains. « Grand-mère disait, » murmura-t-elle entre 2 sanglots, « que parfois les bonnes personnes se perdent dans le noir. Qu'il faut être patient, qu'un jour elles retrouvent leur chemin vers la lumière. » Richard sentit ses propres larmes menacées de couler. Miss Betty disait toujours quelque chose de semblable à l'orphelinat, lorsqu'un enfant arrivait marqué par les traumatismes de l'abandon ou de la violence. « Ton père est malade, Mia Claire, » expliqua-t-il doucement. « Ce n'est pas ta faute. Rien de tout cela n'est de ta faute. » « Il n'était pas comme ça, » continua-t-elle, comme si elle avait besoin de défendre son père même après tout. « Avant, il souriait, racontait des histoires, mais ensuite maman est tombée malade et est allée au ciel, et il a commencé à prendre des médicaments pour ne pas pleurer. Puis il a eu besoin de plus de médicaments, et encore plus. » Karl se racla la gorge, attirant l'attention de Richard. « Nous devons discuter des prochaines étapes. Dans ces conditions, nous ne pouvons pas laisser les filles sous la garde de leur père. »« Non. » Mia Claire agrippa le costume de Richard. « Je ne veux pas aller dans un foyer. Grand-mère disait qu'il sépare les frères et sœurs dans les foyers. Je ne peux pas laisser Annibeth seule. » Richard regarda le médaillon dans ses mains, la photo de Miss Betty souriant de ce même sourire doux qui avait illuminé ses jours les plus sombres à l'orphelinat. Elle lui avait sauvé la vie une fois, lui avait donné une chance quand personne d'autre n'y croyait. Et maintenant, par une cruelle ironie du sort, ses petites filles étaient sur le point d'affronter le même destin qu'elles s'étaient tant battues pour éviter. « Je ne laisserai pas cela arriver, » promit-il, la voix ferme malgré le tremblement dans ses mains. « Je ne les laisserai pas vous séparer. » Mais alors que les mots quittaient ses lèvres, Richard sut qu'il faisait une promesse qu'il ne pourrait peut-être pas tenir. Le système était implacable, et même tout son argent ne pouvait changer certaines réalités. Où le pouvait-il ? La nuit tomba sur l'hôpital comme une lourde couverture d'inquiétude. Richard avait refusé de partir, s'installant sur une chaise inconfortable à côté du lit où dormait Annibeth, reliée à des tubes et des moniteurs qui émettaient des bips à intervalles réguliers. Mia Claire avait finalement succombé à l'épuisement et dormait, recroquevillée dans un autre lit,
ses petites mains serrant toujours le médaillon. Son téléphone vibrait sans cesse d'appels manqués et de messages. La réunion du conseil d'administration prévue pour cet après-midi avait été annulée sans explication, chose inédite dans sa carrière. Sa secrétaire devait être au bord de la crise de nerfs. Monsieur Miles ? La voix douce du docteur Laura Evans, la pédiatre en charge du cas, le ramena au présent. Pouvons-nous parler un instant ? Il la suivit dans le couloir, jetant un dernier regard aux fillettes endormies. Au fond de son esprit, une peur irrationnelle lui murmurait qu'elle pourrait disparaître s'il les perdait de vue. L'état d'Annibeth est plus grave que nous ne le pensions initialement, commença la docteure en consultant son porte-bloc. Outre la malnutrition, elle souffre d'anémie sévère et de signes de retard de développement. Ce sont des marques de privation prolongée. Richard sentit son estomac se nouer. Amy à Claire ? Elle est également malnutrie, mais en meilleur état. Elle a probablement donné sa part de nourriture à sa sœur. La docteure marqua une pause, choisissant ses mots. Monsieur Miles, en tant que médecin, je suis obligé de signaler les cas de négligence infantile. Je sais. Il passa ses mains sur son visage fatigué. Le travailleur social est déjà impliqué. Ce n'est pas seulement ça. L'hôpital, eh bien, nous devons discuter des coûts du traitement. Sans tuteur légal ni assurance ? J'ai déjà dit que je paierai tout, coupa Richard, la voix plus sèche qu'il ne l'aurait voulu. Ce n'est pas si simple. Sans tutelle légale, même temporaire, il y a des limites à ce que nous pouvons accepter de la part de tiers. Richard sentit la frustration monter en lui. C'était surréaliste que son argent, qui ouvrait tant de portes, se heurte maintenant à des obstacles bureaucratiques au moment où il en avait le plus besoin. Un mouvement au bout du couloir attira son attention. Karl, le travailleur social, parlait à voix basse avec une femme d'âge mûr portant un dossier semblable au sien. « Excusez-moi » murmura-t-il à la docteure en s'approchant du duo. « Ah, monsieur Miles » le salua Karl d'un signe de tête fatigué. « Voici Regina, des services de protection de l'enfance. Nous discutions des placements possibles pour les fillettes. » Placement ? Le mot sonnait comme une menace. Malheureusement, commença Regina, son ton professionnel masquant toute émotion, nous n'avons pas beaucoup d'options. Le père n'est clairement pas en état de maintenir la garde pour le moment. Nous devons trouver un foyer d'accueil. Ça, non ? Le mot sortit comme un grognement. Elles ne vont pas aller dans un foyer. Monsieur Miles, Regina ajusta ses lunettes, je comprends votre inquiétude, mais vous n'avez aucun lien légal avec ces enfants. Vous ne pouvez pas. J'avais 7 ans, l'interrompit-il, la voix légèrement tremblante, quand Miss Betty m'a trouvé dormant dans une boîte en carton derrière le marché. Elle travaillait à l'orphelinat, mais elle m'a emmené chez elle cette nuit-là, m'a donné de la soupe chaude et m'a raconté des histoires jusqu'à ce que je m'endorme. C'était la première fois depuis des mois que je ne m'étais pas endormi en pleurant de peur. Le silence qui suivit sa confession fut dense, palpable. Elle était la grand-mère de ses filles, continua-t-il en sortant le médaillon de sa poche. Le destin, Dieu, ou quoi que ce soit, a mis ses enfants sur mon chemin pour une raison. Je ne les décevrai pas comme je les déçus elle. Regina et Karl échangèrent des regards. Pourtant, commença Regina, plus doucement maintenant, il y a des procédures, des protocoles. Alors dites-moi ce que je dois faire. Richard redressa les épaules, sa posture de négociateur revenant instinctivement. Je veux demander la garde temporaire des filles. Vous n'avez aucune expérience avec les enfants, objecta Karl. Votre vie professionnelle, votre histoire. Je peux apprendre. Je peux engager de l'aide. Je peux faire tout ce qui est nécessaire. Et le père ? Questionna Regina. Il aura le droit de contester toute décision. À ce moment, comme invoqué par ces paroles, une nouvelle agitation commença à la réception de l'hôpital. La voix agitée d'Anthony résonna dans les couloirs, plus claire maintenant, mêlée à des bruits de disputes et d'objets tombants. Richard ferma les yeux un instant, sentant le poids de l'épuisement sur ses épaules. Quand il les rouvrit, il y avait une détermination d'acier dans son regard. « Je m'occuperai de ça aussi », dit-il en se dirigeant vers les cris. « Mais d'abord, je dois avoir une discussion sérieuse avec le père des fillettes. » En s'éloignant, Richard savait qu'il était sur le point d'affronter une bataille très différente de celle auquel il était habitué. En affaires, l'argent et le pouvoir résolvaient généralement tout. Mais maintenant, pour la première fois depuis des décennies, il devrait ouvrir son cœur et affronter ses propres démons pour sauver 2 petites vies qui, à son insu, étaient déjà devenues les choses les plus importantes dans son monde. Anthony Silva était assis sur le trottoir devant l'hôpital, la tête entre les mains.
Les gardes de sécurité gardaient leur distance, le surveillant avec un mélange de pitié et de prudence. Quand Richard s'approcha, il réalisa que l'homme pleurait. Un cri étouffé de quelqu'un qui n'a même plus la force pour sa propre douleur. « Puis-je m'asseoir » demanda Richard, ignorant la voix dans sa tête qui se plaignait des dommages causés à son costume italien. Anthony leva le visage, ses yeux rouges luttant pour faire le point. « Vous venez rire de ma misère, monsieur ? Je suis venu parler. » Richard s'assit à côté de lui, maintenant une distance respectueuse. « À propos de vos filles. » « Mes filles ?» Anthony laissa échapper un rire amer. Quel genre de père laisse sa fille mourir de faim? Quel père ne remarque pas que sa cadette s'éteint? Miss Betty doit se retourner dans sa tombe. La mention de son nom fit tressaillir Richard. Vous la connaissiez bien? C'était ma mère. Anthony passa une main sur son visage mal rasé. La meilleure personne que j'ai jamais connue. Même après que Teresa, ma femme, soit morte d'un cancer, maman ne nous a pas laissé sombrer. Elle s'occupait des filles pendant que je travaillais sur les chantiers, leur préparait leur déjeuner, leur racontait des histoires, maintenait tout à flot. Sa voix se brisa, et Richard sentit une boule dans sa gorge. Il se souvenait des déjeuners préparés par Miss Betty à l'orphelinat, toujours accompagnés d'un petit mot d'affection. « Que s'est-il passé » demanda-t-il doucement. « La vie est arrivée. » Anthony sortit une bouteille de pilule de sa poche, la tournant entre ses doigts sans l'ouvrir. Tombé de l'échafaudage il y a 2 ans. 3 fractures à la colonne vertébrale. Les médecins ont dit que j'avais besoin de kinésithérapie, mais j'avais à peine de l'argent pour les médicaments. La douleur était insupportable. J'ai commencé avec des analgésiques faibles. Puis j'ai eu besoin de quelque chose de plus fort. Richard regarda la bouteille, reconnaissant le nom d'un opioïde puissant. Quand maman est morte, continua Anthony, la voix étranglée, quelque chose s'est cassé en moi. Elle était notre rock, vous savez. J'ai mélangé les médicaments avec de l'alcool, essayant d'engourdir la douleur. Pas seulement la douleur physique. Il marqua une pause, déglutissant difficilement. Les filles essayaient de me réveiller, mais je faisais semblant de ne pas entendre. C'était plus facile de prétendre que tout allait bien, que ce n'était qu'une mauvaise passe. Vos filles souffrent, Anthony. Vous croyez que je ne le sais pas, explosa-t-il, mais sans l'agressivité précédente. Maintenant, sa voix ne portait que la défaite. Vous croyez que ça ne me tue pas de voir Mia Claire, à 5 ans, essayer d'être une mère pour sa sœur, s'occuper de moi alors qu'elle devrait jouer à la poupée? Richard prit une profonde inspiration, choisissant soigneusement ses prochains mots. Votre mère m'a sauvé la vie une fois. Anthony se tourna brusquement vers lui, confus. J'étais un gamin des rues, continua Richard. Elle m'a trouvé, m'a emmené à l'orphelinat où elle travaillait. M'a donné de l'espoir quand je n'avais rien. Elle a été la première personne à croire que je pouvais être plus que mes circonstances. Oh ! Les yeux d'Anthony s'écarquillèrent de reconnaissance. Vous êtes Richard, le garçon dont elle parlait toujours. Richard hocha la tête, sentant les larmes lui monter aux yeux. Et je l'ai laissé tomber. Quand j'ai réussi, quand j'ai enfin eu les moyens de rembourser tout ce qu'elle avait fait pour moi, je l'ai ignoré. J'étais trop occupé à bâtir mon empire, trop important pour répondre à ses appels. Elle n'a jamais été en colère, murmura Anthony. Elle disait, tu es juste perdu, comme je le suis maintenant. Le silence qui suivit fut lourd de significations inexprimées. Dans le ciel, des nuages sombres annonçaient la pluie. Je ne peux pas changer le passé, dit finalement Richard. Je ne peux pas ramener votre mère ni effacer mes erreurs envers elle. Mais je peux honorer sa mémoire maintenant, en vous aidant, vous et vos filles. Je n'ai pas besoin de charité, commença Anthony. Mais sa voix ne portait plus la même hostilité. Ce n'est pas de la charité. C'est une dette que j'ai envers Miss Betty et vos filles. Richard se leva, tendant la main. Je vais vous aider à suivre un traitement, à reprendre votre vie en main. Mais d'abord, j'ai besoin que vous admettiez que vous avez besoin d'aide. Pour elle. Anthony regarda la main tendue, puis la bouteille de pilule sur ses genoux. Des gouttes de pluie commencèrent à tomber, marquant des taches sombres sur l'asphalte. Elles sont tout ce qui me reste, murmura-t-il. Alors battez-vous pour elle, Richard garda sa main tendue. Comme votre mère s'est battue pour moi. La pluie s'intensifia, mais aucun des 2 hommes ne bougea. Au 6e étage de l'hôpital, à travers une fenêtre éclairée, 2 petites silhouettes dormaient, inconscientes du moment crucial qui se déroulait sur le trottoir en bas, un moment qui pourrait changer à jamais le cours de leur jeune vie. La salle de réunion de l'hôpital semblait trop petite pour contenir toutes les émotions et les attentes.
Le lendemain matin, Richard, toujours dans les mêmes vêtements que la veille, était assis à côté d'Anthony, qui tremblait légèrement, les premiers signes de sevrage commençant à se manifester. De l'autre côté de la table, Karl et Regina échangeaient des regards inquiets en examinant les documents devant eux. Alors, si je comprends bien, Regina ajusta ses lunettes, sa voix portant un mélange de scepticisme et d'espoir, Monsieur Silva a accepté de se faire admettre volontairement pour un traitement de toxicomanie. Et Monsieur Miles s'est proposé de couvrir tous les frais, compléta Richard, la voix lasse. Le traitement d'Anthony, les frais médicaux des filles, une aide-soignante professionnelle pour s'occuper d'elle pendant qu'il se rétablit. Et où logeraient les enfants pendant cette période ? Demanda Karl, bien qu'il connût déjà la réponse. Chez moi, Richard sentit Anthony se tendre à côté de lui, temporairement, jusqu'à ce que leur père soit en mesure de reprendre leur garde. Et commença Regina, mais fut interrompue par un bruit sec provenant du couloir. Je ne veux pas. Laissez-moi partir. La voix de Mia Claire transperça les murs, faisant se lever instinctivement tout le monde dans la pièce. Anthony fut le premier à atteindre la porte, mais il s'arrêta net à la vue de la scène. Une infirmière tentait de retenir Mia Claire, qui se débattait comme un petit animal sauvage, tandis qu'une autre professionnelle portait Annibeth, encore faible et endormie, vers un ascenseur. Que se passe-t-il ? Exigea Richard, sa voix de commandement d'homme d'affaires résonnant dans le couloir. Ordonnance du tribunal, expliqua une troisième infirmière en tendant un document à Regina. Les mineurs doivent être transférés au foyer du comté jusqu'à ce que la situation légale soit résolue. Non. Mia Claire réussit à se libérer, courant se réfugier dans les jambes de son père. Papa, ne les laisse pas. Je promets que je m'occuperai mieux d'Annibeth. Je promets que je ne mendirai plus de nourriture dans la rue. Anthony tomba à genoux, serrant sa fille fort contre lui. Ses mains tremblaient visiblement maintenant, et des perles de sueur coulaient sur son visage pâle. « Pardonne-moi, ma chérie, murmura-t-il, la voix brisée. Pardonne-moi de t'avoir abandonné. » Richard regarda la scène, la poitrine serrée, des souvenirs de sa propre séparation familiale des années auparavant menaçant de l'étouffer. Il ne pouvait pas laisser cela se reproduire. Pas encore. Regina, il se tourna vers l'agente des services de protection de l'enfance. Il doit y avoir quelque chose que nous puissions faire, un recours légal, quelque... Il y a une possibilité, répondit-elle lentement, étudiant le document entre ses mains. Mais cela exigerait un engagement bien plus grand que ce à quoi vous pourriez être préparé. N'importe quoi. Garde conjointe temporaire, expliqua-t-elle. Monsieur Silva conserverait ses droits parentaux, mais partagerait la garde légale avec Monsieur Miles pendant la période de traitement. Cela donnerait aux filles un foyer stable sans rompre complètement les liens familiaux. Mais, intervint Karl, cela nécessiterait une évaluation complète de Monsieur Miles. Visite à domicile, évaluation psychologique, vérification des antécédents. Faites-le, répondit Richard sans hésitation. Faites tout aujourd'hui. Mia Claire avait cessé de pleurer, observant la conversation des adultes avec de grands yeux pleins d'espoir. Annibeth, dans les bras de l'infirmière, tendit ses petits bras faibles vers son père. Anthony. Richard s'agenouilla à côté de l'homme, ignorant les protestations de son costume cher. Je sais que nous ne nous connaissons pas, que vous n'avez aucune raison de me faire confiance. Mais votre mère m'a fait confiance une fois. Elle m'a donné une chance quand personne d'autre ne le voulait. Laissez-moi rembourser cette confiance maintenant. Anthony regarda ses filles, puis ses mains tremblantes, et enfin Richard. Promettez-moi que vous prendrez bien soin d'elle, que vous ne les séparez pas. Je le promets, sur la mémoire de Miss Betty. Le silence qui suivit ne fut rompu que par le son doux des sanglots étouffés de Mia Claire, qui alternait maintenant son étreinte entre son père et Richard, comme si elle essayait de créer un pont physique entre les deux mondes sur le point de s'unir dans sa vie. D'accord alors, dit finalement Anthony, la voix plus ferme malgré les larmes. Mais je veux pouvoir les voir. Je veux qu'elle sache que je me bats pour revenir. Regina était déjà au téléphone, entamant les procédures nécessaires. Karl griffonnait furieusement sur son porte-bloc. Les infirmières attendaient, ne sachant toujours pas comment procéder. Et au milieu de tout ce chaos bureaucratique et émotionnel, Richard ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis son enfance à l'orphelinat. Le sentiment que la famille n'était pas seulement une question de sang, mais de choix. Des choix difficiles, parfois douloureux, mais des choix qui pouvaient changer des destins. Il espérait seulement qu'il faisait le bon. Le manoir de Richard Miles n'avait jamais semblé aussi vide que lorsqu'il ouvrit la porte pour montrer aux fillettes leur nouvelle maison temporaire.
Le marbre poli du hall d'entrée reflétait les expressions inquiètes de Mia Claire et Annibeth, qui se cramponnaient l'une à l'autre comme de petites naufragées dans une mer inconnue. La semaine avait été intense. Pendant qu'Annibeth terminait son traitement hospitalier, Richard avait bouleversé sa vie. Il avait transformé le bureau du 2e étage en chambre pour les filles, engagé une psychologue pour enfants recommandée par l'hôpital, subi d'innombrables entretiens avec les travailleurs sociaux, ou pour la première fois en 2 décennies, pris un congé prolongé de son travail. « Cet endroit est plus grand que l'hôpital », murmura Mia Claire, sa voix résonnant dans le vaste espace. « Trop grand pour une seule personne », répondit Richard en essayant de sourire. « C'est pourquoi j'avais besoin de compagnie. » Annibeth, encore pâle mais déjà plus forte, serra la main de sa sœur. Depuis sa sortie, elle n'avait pas prononcé un seul mot. La psychologue avait expliqué que c'était une réaction courante au traumatisme. Le silence comme bouclier. « Tu veux voir ta chambre ?» Mia Claire hocha la tête. Mais avant qu'elle ne puisse monter, elle s'arrêta. « Est-ce que papa est arrivé à la clinique ?» Richard sentit son cœur se serrer. Anthony était parti en cure de désintoxication ce matin-là. Un adieu douloureux qui flottait encore dans l'air. Oui, il y est. Il pourra appeler ce soir, tu te souviens? Comme nous en avions convenu. La chambre des filles était la seule partie de la maison qui ne semblait pas sortie d'un magazine de design. Richard s'était efforcé de la rendre accueillante. Murs peints dans des tons doux, 2 lits côte à côte après que Mia Claire eut catégoriquement refusé de dormir séparée de sa sœur, et un grand fauteuil près de la fenêtre pour les histoires du soir. « Il y a quelque chose que je voulais te montrer », dit-il en ouvrant un tiroir de commode. De l'intérieur, il sortit un vieux cadre photo. Mia Claire laissa échapper une exclamation étouffée. Sur la photo, une Miss Betty beaucoup plus jeune souriait, entourée d'enfants de l'orphelinat. Parmi eux, un garçon maigre aux yeux lasses. « C'est vous, monsieur Richard ?» « C'est moi. Ta grand-mère a gardé cette photo pendant des années. Je l'ai trouvée parmi les affaires qu'elle a laissées dans l'ancienne maison. » Annibeth, pour la première fois, montra de l'intérêt. Elle s'approcha timidement, touchant la vitre du cadre photo de ses doigts délicats. « Mamie », murmura-t-elle si doucement que c'était à peine audible. Mia Claire serra instantanément sa sœur dans ses bras, des larmes silencieuses coulant sur son visage. C'était le premier mot qu'Annibeth prononçait depuis des jours. Le moment fut interrompu par un léger coup à la porte. Marcia, la gouvernante que Richard avait engagée spécialement pour aider avec les filles, annonça que le déjeuner était prêt. « Nous avons fait des macaronis au fromage », dit-elle doucement. « Votre assistante sociale a mentionné que c'est votre plat préféré. » À la table de la cuisine, Richard avait insisté pour qu'il n'utilise pas la salle à manger formelle, un autre défi se présenta. Annibeth ne voulait pas manger, détournant le visage à chaque tentative de Marcia. « Laisse-moi la nourrir », intervint Mia Claire, prenant déjà la fourchette. « Elle ne mange que la nourriture que je lui donne. » Mia Claire, appela doucement Richard. « Tu n'as plus à faire ça. Tu n'as plus à être la mère de ta sœur. » La fillette s'arrêta, la fourchette suspendue en l'air. « Mais qui s'occupera d'elle ? » « Nous tous. Moi, toi, Marcia. Mais surtout, tu peux juste être une sœur. Tu peux être une enfant. » Les mots semblèrent troubler Mia Claire. Son petit front se plissa en concentration. « Je ne sais pas comment faire. »« Nous pouvons apprendre ensemble », proposa Richard. « Que dirais-tu de commencer maintenant ? Marcia a fait de la glace pour le dessert. Quand as-tu mangé de la glace pour la dernière fois sans te soucier d'en garder pour ta sœur ? » Les yeux de la fillette se remplirent à nouveau de larmes, mais cette fois, il y avait un sourire timide sur ses lèvres. C'était comme si, pour la première fois, elle entrevoyait la possibilité d'être simplement une enfant de 5 ans. Le reste de la journée se passa entre découverte et ajustement. Richard apprit qu'Annibeth ne dormait qu'avec une veilleuse, que Mia Claire faisait des cauchemars si elle ne vérifiait pas 3 fois que la porte était bien ouverte, que toutes deux sursautaient au bruit fort et qu'aucune ne savait vraiment comment jouer avec les nouveaux jouets qu'il avait achetés. Le soir, quand il réussit enfin à les mettre au lit, Richard s'assit dans le fauteuil de leur chambre, épuisé mais déterminé. Sur la table de chevet, le cadre photo avec le portrait de Miss Betty semblait sourire avec approbation. Son téléphone vibra. Un message de la clinique de désintoxication. Anthony était arrivé sain et sauf, mais faisait face aux premiers symptômes sévères de sevrage. Le médecin suggérait de reporter l'appel aux filles au lendemain. Comment leur expliquerait-il cela ? Comment tiendrait-il sa promesse de ne jamais mentir sans ajouter plus de douleur à leur jeune vie ?
Les doux ronflements d'Annibet et la respiration rythmée de Mia Claire emplissaient la pièce d'une paix fragile. Richard savait que la route à venir serait difficile. Il savait qu'il y avait encore beaucoup à apprendre, beaucoup à guérir. Mais en regardant ces deux petites silhouettes endormies, il comprit enfin pourquoi Miss Betty n'avait jamais renoncé à lui, même dans ses pires moments à l'orphelinat. Certaines batailles valaient n'importe quel sacrifice. Le cri déchira la nuit comme une flèche, arrachant Richard à son sommeil. Ses pieds touchèrent le sol avant que son cerveau n'ait pleinement enregistré ce qui se passait. Dans le couloir, Marcia courait également vers la chambre des filles. Mia Claire se débattait dans son lit, prisonnière d'un cauchemar qui lui faisait crier des mots décousus. Annibet, réveillée et tremblante, observait la scène avec de grands yeux terrifiés. « Papa, ne le laisse pas prendre Annibet. »« Ah, arrête !» Richard s'approcha avec précaution, attentif aux instructions de la psychologue sur la manière de gérer de tels épisodes. « Mia Claire, tu es en sécurité. Annibet est là. Personne ne va la prendre. » Mais la fillette restait prisonnière du cauchemar, les larmes coulant sur son visage contracté. Ce fut Annibet qui, surprenant tout le monde, tendit sa petite main et toucha le bras de sa sœur. « Cla » murmura-t-elle, utilisant le surnom qu'elle seule employait. « Réveille-toi. » L'effet fut instantané. Mia Claire ouvrit les yeux, désorientée un instant, avant de serrer sa sœur fort contre elle. Les deux pleurèrent ensemble, partageant une peur que les adultes ne pouvaient qu'imaginer. « Tu veux parler du cauchemar ?» demanda doucement Richard en s'asseyant sur le bord du lit. Mia Claire secoua la tête, mais après quelques secondes, elle murmura « C'était à propos de ce jour-là. » Richard et Marcia échangèrent des regards inquiets. « Quel jour-là » Il y avait tant de traumatismes parmi lesquels choisir. Le jour où le méchant homme a essayé de prendre Annibet, continua-t-elle, la voix tremblante. Quand papa dormait et ne voulait pas se réveiller, il a dit qu'il s'occuperait d'elle, qu'il lui donnerait à manger, mais je savais qu'il mentait. L'estomac de Richard se noua. Aucun des rapports sociaux n'avait mentionné cette tentative d'enlèvement. Combien de dangers ces enfants avaient-ils affrontés seuls? Personne ne va vous séparer, promit-il, la voix chargée d'émotion. Vous n'aurez plus jamais à vous protéger seul. Est-ce que papa a appelé? Demanda soudain Annibet, surprenant à nouveau tout le monde par ses rares paroles. Le cœur de Richard se serra. Comment pouvait-il expliquer que leur père traversait un moment trop difficile pour leur parler? Comment pouvait-il tenir sa promesse d'honnêteté sans accroître leur crainte? Votre père, commença-t-il, choisissant soigneusement ses mots, est très fatigué aujourd'hui. Le traitement pour aller mieux est difficile au début. Mais il a fait dire qu'il vous aime et qu'il appellera demain. Mia Claire hocha la tête avec une compréhension qui dépassait son âge. Comme quand il prenait trop de médicaments et qu'il continuait à dormir? Quelque chose comme ça, répondit Richard, luttant contre la boule dans sa gorge. Mais cette fois, c'est différent. Cette fois, il se bat pour vraiment se réveiller. Marcia s'approcha avec 2 verres de lait chaud au miel, une concoction que Miss Betty préparait pour calmer les enfants à l'orphelinat. L'arôme familier sembla apporter un certain réconfort aux fillettes. « Monsieur Richard » appela Mia Claire après quelques gorgées, « racontez-nous une histoire de grand-mère, de quand vous étiez petit comme nous. » Richard s'installa dans le fauteuil, tirant une couverture sur les 2 fillettes qui le regardaient maintenant avec attente. Comment pouvait-il expliquer que les histoires de son enfance étaient aussi douloureuses que les leurs? Saviez-vous que votre grand-mère m'a appris à lire? Commença-t-il, optant pour un souvenir plus doux. J'avais 8 ans et je n'étais jamais allé à l'école. Elle passait des heures avec moi après le travail, utilisant de vieux magazines pour m'apprendre les lettres. Comme elle a fait avec nous, s'exclama Annibet, la voix plus forte maintenant. Exactement. Et savez-vous ce qu'elle disait toujours? Continua Richard, sentant les larmes lui monter aux yeux. Que les livres étaient des portes vers d'autres mondes. Que grâce à eux, nous pouvions échapper à la tristesse, même si ce n'était que pour un petit moment. Les fillettes écoutaient attentivement, les yeux lourds de sommeil mais résistants pour en entendre plus. Richard leur raconta comment Miss Betty transformait les leçons en jeux, comment elle célébrait chaque petite réussite avec des câlins et des biscuits faits maison. Quand elles s'endormirent enfin, blotties l'une contre l'autre comme toujours, Richard resta dans le fauteuil, observant leur douce respiration. Son téléphone vibra dans sa poche, un message de la clinique. Anthony avait eu une nuit difficile, avec délire et tremblements sévères. Les médecins étaient inquiets. La lune brillait à travers la fenêtre, projetant des ombres douces dans la pièce. Sur la table de chevet, la photo de Miss Betty semblait le regarder avec ce même regard de détermination qu'il connaissait si bien. « Aide-moi »
murmura-t-il à la photo. Aide-moi à être fort pour elle. Aide-moi à ne pas renoncer à lui. Le silence de la nuit fut sa seule réponse. Mais d'une manière ou d'une autre, Richard sentit qu'il n'était pas seul dans cette bataille. Quelque part, Miss Betty continuait de guider ses pas, comme elle l'avait fait tant d'années auparavant. La réunion avec les services de protection de l'enfance ne se déroulait pas comme Richard l'avait espéré. Après 2 semaines d'ajustement, qu'il croyait positives, les nouvelles n'étaient pas encourageantes. Regina ajusta nerveusement ses lunettes en lisant le rapport entre ses mains. « Monsieur Miles, il y a quelques préoccupations dont nous devons discuter. » Elle marqua une pause, choisissant ses mots. La psychologue note qu'Annie Beth présente toujours des signes sévères de traumatisme. Le mutisme sélectif persiste. Elle ne parle qu'à sa sœur et occasionnellement à vous. Richard sentit ses mains devenir moites. Elle progresse. Hier encore, elle a parlé pendant le dîner. Oui, mais ce n'est pas le seul problème, continua Regina. Mia Claire a développé un comportement extrêmement protecteur qui frise le préjudiciable. Elle refuse de participer à des activités séparées de sa sœur, ne dort pas sans vérifier plusieurs fois si Annie Beth va bien, et montre des signes d'anxiété sévères lorsqu'elle n'est pas en contrôle de la situation. Les mots frappèrent Richard comme des coups physiques. Il avait remarqué ces comportements, bien sûr, mais croyait qu'avec le temps et la patience. Et il y a le problème du père, intervint Karl, qui était resté silencieux jusque-là. Le rapport de la clinique de désintoxication n'est pas optimiste. Monsieur Silva a eu 3 épisodes de rechute depuis son admission. Il se bat, défendit Richard, la voix plus ferme qu'il ne le sentait. Ne voyez-vous pas à quel point les filles sont heureuses quand il appelle, comment leurs yeux s'illuminent quand elles parlent de ses visites? C'est précisément pourquoi nous sommes préoccupés, soupira Regina. Le lien est fort, mais potentiellement nuisible si le père ne peut pas se rétablir. Les attentes créées, les promesses. La porte de la pièce s'ouvrit brusquement, interrompant la conversation. Marcia entra, son visage habituellement calme marqué par l'inquiétude. « Monsieur Richard, désolé de vous interrompre, mais vous devez venir maintenant. C'est Annie Beth. » Le cœur de Richard s'arrêta une seconde. Il sursauta, enregistrant à peine les protestations de Regina que la réunion n'était pas terminée. Dans le bureau de l'infirmière scolaire, à l'école privée où les filles avaient commencé à peine 3 jours plus tôt, Annie Beth était assise sur une table d'examen, tremblant de manière incontrôlable. Mia Claire, à côté d'elle, lui tenait fermement la main. Que s'est-il passé? L'infirmière scolaire s'approcha. Elle a eu une crise de panique pendant la récréation. L'enseignante a essayé de les séparer pour des activités de groupe différentes. Et je vous avais dit que je ne pouvais pas la laisser seule, protesta Mia Claire, des larmes de colère dans les yeux. Personne ne me croit jamais. Richard s'agenouilla devant les fillettes, ignorant la tache qui se formerait sur son pantalon cher. Dis-moi ce qui s'est passé, Annie. La petite fille secoua simplement la tête, enfouissant son visage dans l'épaule de sa sœur. C'était le garçon, expliqua Mia Claire, la voix tremblante d'indignation. Il a dit qu'il connaissait notre père, qu'il l'avait vu évanoui dans la rue près de notre ancienne maison, a dit qu'un père d'ivrogne ne mérite pas d'avoir des enfants. Le sang de Richard se glaça. Comment un enfant pouvait-il être si cruel? Comment pouvait-il les protéger d'un monde qui semblait déterminé à leur faire encore plus de mal? Je veux rentrer à la maison, murmura Annie Beth, la voix presque inaudible. Rentrons à la maison, acquiesça Richard, se préparant déjà à la porter. C'est alors qu'il remarqua le dessin froissé dans ses petites mains. C'était un portrait de famille, comme tant d'autres que les filles avaient fait ces dernières semaines. Mais celui-ci était différent. Dessus, 5 silhouettes se tenaient par la main, les 2 fillettes au centre, leur père d'un côté, Richard de l'autre, et au-dessus, avec des ailes grossièrement dessinées, Miss Betty souriante. « C'est notre famille », expliqua Annie Beth, surprenant tout le monde par une phrase complète. « La maîtresse nous a demandé de dessiner qui nous aimons. J'ai dessiné tout le monde. » Richard sentit quelque chose se briser en lui. C'était là, la vérité qu'il craignait tant d'affronter. Il n'était pas seulement un tuteur temporaire, un soutien passager. D'une manière ou d'une autre, en seulement 2 semaines, il était devenu une partie fondamentale de la vie de ses filles. « Puis-je garder le dessin ?» demanda-t-il, la voix chargée d'émotion. Annie Beth hocha la tête, lui tendant soigneusement le papier. C'est alors que son téléphone vibra dans sa poche, un message urgent de la clinique de désintoxication. Anthony avait disparu pendant la nuit. Richard regarda les filles, le dessin dans ses mains, l'infirmière et Marcia qui attendaient des instructions.
Comment pouvait-il protéger ses enfants d'une déception de plus? Comment pouvait-il tenir sa promesse de ne jamais mentir sans détruire le fragile bonheur qu'elle commençait à construire? La réponse vint dans le sourire timide d'Annibeth, dans la poignée de main ferme de Mia Claire. La famille, ce n'était pas seulement une question de lien du sang ou de papiers légaux. C'était être présent, affronter les tempêtes ensemble, reconstruire à partir des décombres. Rentrons à la maison, répéta-t-il, plus ferme maintenant. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. La pluie cinglait les fenêtres du manoir tandis que Richard arpentait nerveusement le salon, son téléphone collé à l'oreille. C'était le 15e appel en 2 heures, une autre tentative frustrée pour localiser Anthony. Sur le canapé, Mia Claire faisait semblant de lire un livre, mais ses yeux ne quittaient pas le visage de Richard, attentive à chaque changement d'expression. « Toujours rien ?» demanda-t-elle quand il raccrocha, sa petite voix portant un poids bien trop grand pour son âge. « Pas encore, ma puce. » Richard s'assit à côté d'elle, essayant de garder sa voix calme. « Mais nous avons des gens qui cherchent partout. » Annibeth dormait sur l'autre canapé, épuisée après l'épisode à l'école. Son dessin de famille était maintenant encadré sur la table de chevet de Richard, un rappel constant de ce qui était en jeu. « Est-ce qu'il va revenir, Mia ?» demanda Claire en fermant le livre qu'elle faisait semblant de lire. La dernière fois qu'il a disparu comme ça, grand-mère a dit qu'il était parti en voyage. Mais elle pleurait quand elle l'a dit. Richard sentit son cœur se serrer. Comment une fillette de 5 ans pouvait-elle être si perspicace? Comment pouvait-il expliquer que parfois les adultes brisent leurs promesses, non par méchanceté, mais parce qu'ils sont eux-mêmes brisés? Mia Claire, commença-t-il, choisissant chaque mot avec soin. Tu te souviens de ce dont nous avons parlé, à propos de ton père qui est malade? Une maladie qui lui fait faire des choses qu'il ne veut pas faire. Elle hocha la tête, se mordant la lèvre inférieure. Comme quand il buvait trop de médicaments et oubliait d'acheter à manger. C'est ça. Et tout comme Annibeth avait besoin de médecins quand elle est tombée très malade, ton père a aussi besoin d'aide pour aller mieux. Mais il s'est enfui de l'hôpital, affirma-t-elle, ses petites mains se serrant en poing. Comme il s'enfuit de tout. L'amertume dans sa voix était douloureuse à entendre. Richard s'apprêtait à répondre quand Annibeth commença à s'agiter dans son sommeil, marmonnant des mots décousus. Mia Claire se précipita immédiatement aux côtés de sa sœur, ses propres craintes oubliées dans le besoin de la réconforter. « Tout va bien, Annibeth » murmura-t-elle en caressant les cheveux de sa sœur. « Nous sommes en sécurité ici. » Le téléphone vibra à nouveau. C'était Karl, le travailleur social. « Nous l'avons trouvé. » La voix à l'autre bout du fil semblait épuisée. « Il est aux urgences de l'hôpital général du comté. Il a fait une overdose, mais il est stable. » Richard ferma les yeux, sentant le poids de la nouvelle. « Est-ce qu'il va s'en sortir? » « Oui, mais la situation est compliquée. » C'était une admission non volontaire cette fois. Le juge a déjà été prévenu. Les implications étaient claires. Anthony avait perdu sa chance de cure volontaire. Maintenant, le système prendrait le contrôle. « Les filles » commença Richard, mais Karl l'interrompit. « Regina est en route pour chez vous. Nous devons parler de garde permanente. » Le mot « permanente » résonna dans son esprit alors qu'il raccrochait. À côté de lui, Mia Claire le regardait avec ses yeux qui semblaient lire dans son âme. « Papa a encore tout gâché, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, la voix légèrement tremblante. Richard hocha la tête, incapable de mentir. « Oui, mais il est vivant. Il est à l'hôpital et des gens vont s'occuper de lui. Allons-nous devoir partir d'ici ?» La question le prit par surprise. Mia continua, les mots se bousculant, « Quand papa gâchait tout, nous devions toujours partir. D'abord la grande maison, puis l'appartement, puis... » « Non, » l'interrompit Richard fermement. « Vous n'irez nulle part. C'est votre maison maintenant, aussi longtemps que vous voudrez y rester. Promis ? » « Promis. » Annibeth choisit ce moment pour se réveiller, ses yeux endormis se concentrant sur le visage tendu de sa sœur. « Claire, pourquoi tu pleures ?» Mia Claire essuya rapidement des larmes qu'elle n'avait même pas réalisé qu'elles coulaient. « Ce n'est rien, Annibeth. Je pensais juste à grand-mère. » « Elle s'occupe de papa au ciel, » dit Annibeth avec une conviction surprenante. « Monsieur Richard s'occupe de nous ici. » La simplicité de cette déclaration frappa Richard comme un coup de poing. Quelque part, sans même qu'il s'en aperçoive, ces deux fillettes étaient devenues le centre de son univers. Il ne s'agissait plus d'une dette envers Miss Betty ou de faire ce qui était juste. Il s'agissait d'amour, pur et simple. La sonnette retentit. Regina était arrivée.
C'était l'heure des décisions qui changeraient à jamais le destin de cette famille improvisée. Richard prit une profonde inspiration, rassemblant ses forces pour la bataille à venir. Les filles, appelait-il doucement. Que diriez-vous d'aider Marcia à préparer ce chocolat chaud spécial pendant que je parle avec Madame Regina? Elles hochèrent toutes les deux la tête, mais avant de partir, Mia Claire se tourna. Monsieur Richard, ne les laissez pas nous séparer, d'accord? Jamais, promit-il. Et cette fois, il n'y avait aucun doute dans sa voix. Certaines promesses étaient faciles à tenir quand elles venaient du cœur. Le bureau de Richard, autrefois sanctuaire des décisions d'affaires, semblait maintenant trop petit pour contenir le poids de la conversation qui se déroulait. Regina feuilletait un épais dossier de documents pendant qu'il attendait, les mains jointes sur le bureau pour cacher leur tremblement. La situation est délicate, commença Regina, ses yeux fatigués révélant des nuits blanches. L'overdose de Monsieur Silva complique tout. Le juge est enclin à mettre fin aux droits parentaux et les filles. C'est ce dont nous devons discuter. Elle ajusta ses lunettes, un geste que Richard avait appris à associer aux nouvelles difficiles. Le rapport du psychologue indique que les séparer maintenant serait catastrophique pour leur développement émotionnel à toutes les deux. Mais trouver une famille adoptive prête à accueillir 2 enfants, dont une avec un traumatisme sévère. Je veux la garde permanente, interrompit Richard, la voix plus ferme qu'il ne le sentait. Regina l'étudia un long moment. Monsieur Miles, je dois être clair. Votre situation financière et votre installation matérielle sont excellentes, mais il y a des préoccupations. Vous êtes célibataire, un bourreau de travail avoué, sans expérience préalable avec les enfants. Le juge s'interrogera sur vos motivations. Mes motivations? Richard sentit une pointe d'irritation. J'ai passé les 3 dernières semaines à vivre pratiquement à l'hôpital avec Anthony, à m'occuper des filles, à réorganiser toute ma vie. Et pourquoi? L'interrompit Regina. Pourquoi cet investissement émotionnel intense dans des enfants qui, jusqu'à il y a un mois, étaient de parfaits étrangers? La question le prit au dépourvu. Pourquoi, vraiment? La réponse vint sous la forme d'un souvenir. Lui, à 7 ans, grelottant de froid sur un trottoir, quand Miss Betty l'avait trouvé. Parce que je sais exactement ce qu'elle ressente, répondit-il, la voix étranglée. Je sais ce que c'est que de voir son monde s'effondrer et de trouver le salut dans l'amour de quelqu'un qui n'avait aucune obligation de s'en soucier. De l'étage supérieur parvinrent des éclats de rire. Mia Claire et Annie Beth jouaient avec Marcia. Le son était comme une musique après tant de larmes. Je ne fais pas ça par culpabilité ou par obligation, continua-t-il. Ces filles, elles m'ont appris plus sur l'amour ces dernières semaines que je n'en ai appris en 50 ans de vie. Regina sourit pour la première fois ce soir-là. Vous savez que ce ne sera pas facile, n'est-ce pas? Annie Beth aura encore besoin d'années de thérapie. Mia Claire a de sérieux problèmes d'abandon et de contrôle. Leur père, même en traitement, continuera d'être une présence dans leur vie. Je sais, et je suis préparé. L'êtes-vous vraiment? Questionna-t-elle. Votre vie va complètement changer. Fini les longs voyages d'affaires, les réunions tard le soir, les décisions prises en ne pensant qu'à vous-même. Richard ouvrit le tiroir de son bureau, en sortant une épaisse enveloppe. Elle a déjà changé. J'ai soumis ma démission de PDG aujourd'hui. Je resterai au conseil d'administration, mais seulement en tant que consultant. Mon temps a d'autres priorités maintenant. Regina prit l'enveloppe, les sourcils levés de surprise. C'était une décision radicale pour un homme qui avait dédié sa vie aux affaires. Il y a encore une chose que vous devez savoir, dit-elle après un moment. Monsieur Silva, quand il était aux urgences, il a demandé à me parler. Il a dit que s'il réussissait à se rétablir cette fois, il voulait que vous ayez la garde des filles. Il a dit qu'elles méritaient plus qu'un père brisé ne peut offrir. Les mots frappèrent Richard comme un coup de poing. Anthony, dans son moment le plus vulnérable, lui avait confié ses filles. Le poids de cette confiance était à la fois effrayant et sacré. Un bruit à la porte interrompit la conversation. Annie Beth se tenait là, serrant sa couverture préférée. « Monsieur Richard ?» Sa voix était petite mais claire. « Raconte une histoire pour dormir. » Regina observa l'interaction avec un intérêt professionnel. C'était la première fois qu'elle voyait Annie Beth engager la conversation avec un adulte autre que sa sœur. « Bien sûr, princesse. J'arrive tout de suite. » Il se retourna vers Regina. « Nous devons terminer cette conversation. » En fait, sourit-elle en rangeant ses documents, je crois que j'ai vu tout ce que j'avais besoin de voir. Je vais recommander au juge que la garde permanente vous soit accordée, avec des droits de visite supervisés pour le père quand il sera rétabli.
Richard sentit ses yeux le piquer. Merci. Ne me remerciez pas encore. Être parent est le travail le plus difficile au monde. Être parent d'enfants traumatisés l'est encore plus. Monsieur Richard. La voix de Mia Claire résonna depuis le couloir. Annibeth ne dormira pas sans une histoire. J'arrive, répondit-il en se levant. Avant de partir, cependant, il regarda une dernière fois Regina. Vous savez ce que Miss Betty disait toujours? Que les plus grandes bénédictions de la vie viennent déguisées en défis impossibles. Regina hocha la tête, le regardant partir. Par la porte ouverte, elle pouvait entendre les voix des fillettes se mêler à la sienne, créant une mélodie familière qui, quelques semaines auparavant seulement, aurait été impensable dans cette maison vide. Parfois, pensait-elle, les familles les plus fortes sont celles forgées non par le sang, mais par l'amour et le choix conscient de rester ensemble malgré tous les obstacles. La salle de visite de la clinique de désintoxication avait des murs au ton doux et des meubles confortables, une tentative évidente de créer un environnement accueillant. Mia Claire tenait fermement la main d'Annibeth pendant qu'elles attendaient, leurs petites jambes se balançant nerveusement sur les chaises surdimensionnées. 2 mois s'étaient écoulés depuis l'overdose d'Anthony. 2 mois de changement, d'ajustement et de petites victoires quotidiennes. Annibeth parlait maintenant davantage, bien qu'elle eût encore des jours de silence. Mia Claire commençait lentement à permettre à d'autres qu'elle-même de s'occuper de sa sœur. « Sera-t-il différent ?» demanda doucement Annibeth, ajustant le nœud de sa nouvelle robe pour la 10e fois. Richard, assis entre elles, sentit son cœur se serrer. C'était la première visite depuis l'incident, soigneusement planifiée après des semaines de thérapie familiale. « Il essaie très fort d'aller mieux, répondit-il honnêtement. Mais j'ai besoin que vous vous souveniez de ce dont nous avons parlé. Si à un moment donné vous vous sentez mal à l'aise, serrez-moi juste la main, d'accord ?» Les fillettes hochèrent la tête solennellement. Depuis une semaine, elles avaient répété ce moment plusieurs fois avec leur psychologue, le docteur Melissa, se préparant à tous les scénarios possibles. La porte s'ouvrit et Anthony entra, accompagné de son thérapeute. Il était plus mince, mais ses yeux étaient clairs pour la première fois depuis des années. En voyant ses filles, il s'arrêta, comme s'il ne savait pas comment procéder. « Papa !» Annibeth fut la première à briser le silence, surprenant tout le monde. Elle courut vers lui et il s'agenouilla pour la recevoir, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Mia Claire resta à côté de Richard, sa petite main agrippant fermement la sienne. Ses yeux étudiaient son père avec un mélange d'espoir et de méfiance qui lui brisa le cœur. « Es-tu vraiment mieux ?» demanda-t-elle, la voix légèrement tremblante. Anthony leva les yeux, serrant toujours Annibeth dans ses bras. « J'essaie, ma chérie. Chaque jour. Ce n'est pas facile, mais rien qui en vaille la peine n'est facile, compléta Mia Claire, citant l'un des dictons préférés de Miss Betty. Grand-mère disait toujours ça. Un sanglot échappa à Anthony. Ta grand-mère? Elle serait si déçue de moi. Non, intervint doucement Richard. Elle comprendrait. Elle a toujours compris. Mia Claire lâcha enfin la main de Richard et s'approcha de son père, ses pas hésitants mais déterminés. Nous voulons comprendre aussi, papa. Mais tu dois promettre que tu ne t'enfuiras plus. Je ne le ferai pas, répondit Anthony en lui tendant son bras libre. Cette fois, c'est différent. J'apprends à vraiment me battre. Les fillettes se blottirent dans les bras de leur père. Un instant, Richard se sentit comme un intrus. Il était sur le point de se lever pour laisser la famille en privé quand Annibeth tendit la main vers lui. « Viens, monsieur Richard, appela-t-elle. Tu es de la famille maintenant aussi. » La simplicité de cette déclaration frappa toutes les personnes présentes. Anthony leva les yeux, rencontrant le regard de Richard. « Merci, dit-il, la voix chargée d'émotion. De ne pas avoir renoncé à elle, de ne pas avoir renoncé à moi. Nous devons juste promettre une chose, déclara Mia Claire avec son sérieux caractéristique. Tout le monde doit promettre de toujours dire la vérité, même quand c'est dur, même quand ça fait mal. Je le promets, fut le premier à répondre Anthony. Je le promets, fit écho Richard. Moi aussi, ajouta Annibeth. Mia Claire observa chacun d'eux un instant avant de hocher la tête, satisfaite. D'accord alors. Maintenant, nous sommes une vraie famille. La thérapeute d'Anthony, qui avait observé la scène discrètement, prit une note sur son porte-bloc. Il était rare de voir un enfant si jeune établir des limites aussi claires, plus rare encore de voir des adultes respecter ces limites avec autant de sérieux. Richard regarda les fillettes montrer à leur père les dessins qu'elles avaient apportés, lui parler de leur nouvelle école, du chien qu'elles voulaient adopter, une discussion toujours en cours.
Anthony écoutait avec une attention soutenue, les yeux brillants de larmes non versées chaque fois qu'il découvrait quelque chose de nouveau sur ses filles. À un moment donné, Annibeth sortit le médaillon de Miss Betty de la poche de sa robe. « Regarde, papa. Monsieur Richard a fait réparer la chaîne. » Anthony prit le médaillon avec des mains tremblantes, l'ouvrant pour voir la photo de sa mère. « Elle disait toujours que la famille, c'est plus que le sang, » murmura-t-il. « Je crois que je ne comprends que maintenant ce qu'elle voulait dire. » Richard sentit ses propres larmes menacées de couler. Là, dans cette pièce au mur doux, quelque chose que peu comprendraient se formait. Une famille construite non pas malgré les cicatrices, mais à travers elle, une famille qui choisissait chaque jour d'affronter ses peurs ensemble. La salle d'audience était silencieuse ce jeudi matin, l'air lourd d'attente. Richard ajusta sa cravate pour la 10e fois, une habitude nerveuse que même ses années de réunion d'entreprise n'avaient pas réussi à éliminer. À côté de lui, Mia Claire et Annibeth étaient impeccables dans leurs robes assorties, choisies spécialement pour ce jour. C'était le jour de l'audience finale pour la garde. « Encore combien de temps ?» demanda Mia Claire, ses doigts jouant avec le médaillon de Miss Betty, qu'elle portait maintenant toujours. « Ils nous appelleront bientôt, ma puce, » répondit Richard, essayant de garder sa voix calme malgré le tumulte dans sa poitrine. Annibeth, qui avait fait des progrès surprenants en thérapie au cours des dernières semaines, observait tout avec ses yeux attentifs. « Est-ce que papa vient ?»« Oui, il est déjà en route avec le travailleur social de la clinique. » Comme invoqué par ces paroles, Anthony apparut au bout du couloir. 3 mois de traitement intensif avaient opéré une transformation visible. Il était plus fort, les yeux clairs et déterminés. Les filles coururent l'étreindre, et il les reçut avec un sourire serein que Richard n'avait jamais vu auparavant. « Prête ?» demanda-t-il doucement en s'agenouillant pour être à la hauteur des yeux de ses filles. « Oui » répondit Mia Claire avec son sérieux caractéristique. « Nous avons tout répété avec le docteur Melissa. » La psychologue des fillettes avait travaillé sans relâche pour les préparer à ce moment. Elle leur avait expliqué comment se déroulerait l'audience, ce que le juge pourrait demander, comment exprimer leurs sentiments honnêtement mais calmement. Regina et Carl arrivèrent peu après, portant d'épais dossiers de documents. Les 3 derniers mois y étaient consignés, rapport de progrès, évaluation psychologique, bulletin scolaire, tout documentant l'évolution extraordinaire des fillettes sous la garde partagée de Richard et le rétablissement constant d'Anthony. « Le juge est prêt à nous voir », annonça Regina, son ton professionnel dissimulant à peine sa propre anxiété. À l'intérieur de la salle d'audience, le juge Martinez les attendait avec une expression neutre. Il était connu pour son dévouement aux affaires familiales complexes, pour toujours mettre le bien-être des enfants au premier plan. « Avant de commencer formellement, dit-il après que tout le monde fut assis, j'aimerais entendre les fillettes. Mia Claire et Annibeth, pouvez-vous vous approcher ?» Les sœurs échangèrent des regards nerveux avant de se lever. Richard sentit son cœur s'emballer. C'était le moment crucial. « Savez-vous pourquoi nous sommes ici aujourd'hui ?» demanda gentiment le juge. « Oui, monsieur, » répondit Mia Claire, sa voix petite mais ferme. « C'est pour décider de notre famille. »« Et qu'en pensez-vous » Ce fut Annibeth qui surprit tout le monde en faisant un pas en avant. « Nous voulons rester avec eux deux. » Le juge se pencha légèrement en avant, intéressé. « Avec eux deux ?»« Avec papa et monsieur Richard, » expliqua-t-elle en prenant confiance. « Papa se bat pour aller mieux, nous le savons. »« Et monsieur Richard ?» Elle hésita, cherchant les mots justes. « Monsieur Richard nous a sauvés, » compléta Mia Claire. « Pas seulement de la faim ou de la solitude. Il a sauvé toute notre famille. » Anthony baissa la tête, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Richard sentit sa propre vision se brouiller. « Et vous n'avez pas peur, » continua le juge, « que les choses redeviennent comme avant ?» Mia Claire retira le médaillon de son cou, l'ouvrant pour montrer la photo. « Notre grand-mère disait toujours que la vraie famille, ce n'est pas seulement quand tout va bien. C'est surtout quand les choses sont difficiles et qu'on choisit de rester ensemble quand même. » Le juge étudia la photo un instant, un petit sourire apparaissant sur ses lèvres. « Votre grand-mère semble avoir été une femme très sage. » Elle l'était, répondirent Richard et Anthony à l'unisson, puis ils échangèrent un regard de compréhension mutuelle. Le juge se pencha en arrière dans son fauteuil, observant la scène devant lui. 2 fillettes se tenant la main, un père en voie de guérison, un homme d'affaires qui avait tout abandonné pour une chance de faire la différence, une équipe de professionnels dévoués qui avait rendu ce moment possible. « Vous savez, » commença-t-il, le ton plus doux maintenant, « en 20 ans de magistrature, j'ai appris que parfois les meilleures familles sont celles que nous construisons avec nos cœurs, pas seulement avec le sang. »
Mia Claire serra la main d'Annibeth, qui sourit. Un sourire sincère, du genre qui, quelques mois auparavant seulement, semblait impossible. « Votre honneur, intervint respectueusement Regina, nous avons tous les rapports et évaluations. » Le juge leva doucement la main, l'interrompant. « J'examinerai toute la documentation, bien sûr. Mais parfois, en matière de famille, le cœur voit ce que les papiers ne peuvent pas montrer. » Richard sentit une vague d'espoir gonfler sa poitrine. À côté de lui, Anthony respira profondément, comme s'il essayait de contrôler ses propres émotions. « Nous avons encore beaucoup à discuter, » continua le juge. « Mais je veux que vous sachiez tous une chose. Ce que vous avez construit ici, cette famille improbable et courageuse, est exactement le genre de miracle qui me fait croire en une justice qui transcende la loi. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une promesse, emplissant la pièce de quelque chose qui avait longtemps été perdu dans cette famille, l'espoir. Le parfum des roses emplissait le petit jardin que Richard avait aménagé à l'arrière du manoir. C'était un dimanche spécial, exactement 6 mois après cette première rencontre sur le trottoir du restaurant. Les fillettes couraient sur la pelouse, leur rire résonnant dans l'air de l'après-midi, tandis que les adultes finissaient de mettre la table. Et pour un dîner matinal. « Attention à ne pas salir vos robes », lança Anthony, regardant ses filles jouer avec Popcorn, le bâtard qu'elles avaient finalement adopté après des semaines de négociations. « Laisse-les faire, Anthony. » Marcia sourit en plaçant un autre gâteau sur la table chargée. « Les vêtements peuvent être lavés, l'enfance ne peut pas être récupérée. » Richard regarda la scène, le cœur plein. Après l'audience décisive, le juge avait accordé la garde conjointe à lui et à Anthony, avec un accord novateur qui permettait aux filles de maintenir 2 foyers, le manoir et le petit appartement que Richard avait aidé Anthony à louer à proximité, pour quand il serait définitivement sorti de la clinique. « Monsieur Richard !» Annibeth courut vers lui, les joues empourprées d'excitation. « Regardez ce que j'ai trouvé dans le jardin. » Dans ses petites mains, une rose blanche fraîchement éclose. Richard s'agenouilla pour admirer la fleur, se souvenant comment, à peine 6 mois auparavant, cette même fillette pouvait à peine parler aux étrangers. « Magnifique, sourit-il. Tout comme celle que ta grand-mère plantait dans le jardin de l'orphelinat. Tu te souviens, je t'en ai parlé ? C'est pour ça que j'ai demandé à planter des roses blanches ici, répondit-elle avec un sourire malicieux. Grand-mère aimerait ça. Mia Claire s'approcha, tenant le médaillon ouvert. Regardez, c'est la première fois qu'Annibeth sourit exactement comme grand-mère sur la photo. Anthony, qui s'était approché silencieusement, prit le médaillon avec précaution. 6 mois de sobriété avaient rendu la fermeté à ses mains. Maman disait toujours que son sourire était un cadeau de Dieu, qu'il fallait le partager avec quiconque avait besoin d'espoir. Comme elle l'a fait avec moi, compléta doucement Richard. Et comme vous l'avez tous fait avec nous, déclara Mia Claire, étreignant à la fois son père et Richard. Le moment fut interrompu par Regina et Carl arrivant avec d'autres invités pour la petite célébration. La psychologue des fillettes, leur nouvelle enseignante, même le juge Martinez avait accepté l'invitation. Tous ceux qui avaient fait partie de ce voyage extraordinaire. L'heure du gâteau, annonça Marcia, et les enfants coururent vers la table. Avant que Richard ne puisse suivre, Anthony le retint par le bras. « Nous devons parler. » Un instant, Richard sentit sa poitrine se serrer. Des années d'expérience avec des familles brisées lui avaient appris à craindre ces mots. Mais le sourire serein d'Anthony dissipa ses craintes. « J'ai trouvé un emploi, » annonça Anthony, à l'atelier de menuiserie du centre de désintoxication. « Je pourrai enseigner le métier à d'autres personnes en convalescence. » Anthony, c'est merveilleux. Et il y a plus, continua-t-il, la voix légèrement étranglée. Hier, quand les filles étaient avec moi à l'appartement, Mia Claire m'a demandé quelque chose. Elle voulait savoir si c'était d'accord pour elle de nous appeler tous les 2 papa. Richard sentit ses jambes faiblir. Et qu'as-tu dit ? J'ai dit, certaines personnes ont la chance d'avoir 2 papas qui les aiment. Que la famille, ce n'est pas diviser l'amour. C'est le multiplier. Les larmes que Richard avait retenues s'échappèrent enfin. Ta mère serait fière de toi, Anthony. De nous 2, corrigea-t-il. Elle a toujours su que tu reviendrais. Elle n'imaginait juste pas que ce serait par l'intermédiaire de ses petites filles. Un cri de joie interrompit la conversation. Annibeth avait réussi à souffler toutes les bougies du gâteau d'un coup. « As-tu fait un vœu ?» demanda quelqu'un. « Je n'en avais pas besoin, » répondit-elle avec la profonde simplicité des enfants. « J'ai déjà tout ce que je voulais. » Mia Claire, avec son air toujours protecteur, mais maintenant plus léger,
plus enfantin, serra sa sœur dans ses bras. Nous avons 2 maisons, 2 papas, un chien, le plus important. Nous n'avons plus à avoir peur, compléta Annibette. Richard et Anthony rejoignirent la table, un de chaque côté des fillettes. Le juge Martinez, observant la scène, se pencha vers Regina. Vous savez, pendant toutes mes années de magistrature, je n'ai jamais vu une famille aussi différente fonctionner aussi bien. Regina sourit, regardant Richard aider Annibette à couper le gâteau tandis qu'Anthony essuyait une trace de chocolat sur le visage de Mia Claire. Peut-être parce qu'ils ont compris ce que Miss Betty a toujours su. Que la famille, c'est moins une question de qui vous a mis au monde que de qui vous choisissez d'aimer. Au centre de la table, à côté du gâteau, se trouvait un nouveau cadre photo. Dedans, une photo récente, Richard et Anthony assis sur la balançoire du jardin, une fillette sur chaque genou, popcorn à leurs pieds, au-dessus d'eux, suspendu à un ruban délicat, le médaillon ouvert montrant le sourire éternel de Miss Betty. C'était une famille improbable, construite sur les cicatrices et la rédemption, prouvant que parfois, les plus grands miracles commencent par une simple demande de nourriture sur un trottoir quelconque.